Au tournant des années 2000, et malgré des groupes, on va dire, qui ont participé d'un certain revival du genre, le rock était mort. Écouter, jouer du rock, c'était has-been, personne n'en voulait. Et puis il y a eu un jeu vidéo phénomène au milieu des années 2000, je dirais 2005-2006, qui s'appelait Guitar Hero. Et d'un coup, grâce à ce jeu fun et comment j'allais dire collaboratif. Non, ça c'est un mot d'ailleurs qu'on n'utilisait pas à l'époque. Convivial parce qu'on pouvait jouer à plusieurs. Pour ça, il fallait avoir bien plusieurs guitares. Moi, j'avais pas Guitar Hero, mais je connaissais quelqu'un qui l'avait et on faisait la queue pour y jouer. Là, d'un coup, le rock, c'est devenu ultra cool, ultra tendance. Si t'écoutais autre chose que du rock, t'étais un bolos. Hein. Moi, je me souviens à l'époque, j'aimais bien le gangsta rap, 50 Cent, Booba. Il fallait pas que j'en parle en société. C'était Joan Jett, I Love Rock'n'Roll, AC/DC. Que c'était cool le rock. Ça a duré 3-4 ans. Et puis le rock est redevenu complètement has-been. Est-il mort? Est-il has-been forever? Je sais pas, peut-être que ça va revenir. C'est vrai que quand il y a eu le biopic sur Freddie Mercury, c'est devenu cool d'un coup d'écouter Queen. Tout le reste du rock, non, mais Queen, oui. Je fais ce podcast pour parler, tu l'auras compris, des modes et de l'effet éventuellement délétère qu'elles peuvent avoir comme ça sur notre psyché. Je pense également au MMA, hein, le sport du MMA, surtout depuis la France, parce qu'aux États-Unis, c'est devenu mainstream plus tôt. Le MMA, c'était quelque chose de sombre, underground, associé, on va dire, aux voyous, à de la violence gratuite. Et puis, en 2000, je crois, 21, le premier UFC en France, ou 2022, en gros, quand la fédération de judo a accepté de légaliser et réglementer ce sport, d'un coup, c'est devenu trop cool. On a mis en avant, on a invité des Cyril Gane sur les plateaux télé. Aujourd'hui, youpi, le MMA est un sport tendance. Je vois des gens qui m'auraient jugé gravement il y a 5-6 ans quand je parlais d'MMA, aujourd'hui avoir eu des pronostics sur tous les gros fights à venir. Bref, c'est devenu complètement mainstream le MMA et on peut imaginer que ça redeviendra un sport, on va dire, moins aimé à l'avenir par le simple truchement des modes qui vont et qui viennent. Tout ça nous fait penser à la dialectique hegelienne de l'histoire. Hein. L'histoire suit une course selon Hegel. Hein. Je dis pas que je suis 100% d'accord avec elle, mais si on devait simplifier, ça se passe toujours en espèce de thèse, antithèse, synthèse. Hein. Prenons par exemple thèse, la monarchie française, antithèse, la révolution. On renverse absolument tout. J'ai un ami qui m'a raconté que sous la révolution, il y avait une telle volonté de casser comme ça l'ordre établi que n'importe qui pouvait se déclarer médecin. Voilà, tu pouvais dire oh, moi je suis chirurgien cardiaque. Bon, il n'y avait pas de spécialité, je pense, chirurgien cardiaque durant la Révolution. Mais ensuite, tout ça s'est agrégé en une synthèse qui s'appelle la République, en gros, qui prend une partie des acquis révolutionnaires, à savoir l'égalité théorique de droit entre les individus, mais qui garde également des symboles monarchiques, le palais présidentiel, typiquement, hein, la personne du président qui est quand même au-dessus de celle au pluriel du peuple. D'ailleurs, il y a, je sais pas qui du peuple qui s'était amusé à gifler comme ça un président ou un ministre. Et voilà, il a pris une sanction pénale que toi tu prendrais jamais si tu mettais une gifle, même 2, 3 ou 4 fois plus forte à quelqu'un qui n'a pas le statut. Donc voilà, thèse, antithèse, synthèse. L'histoire, on va dire, suit comme ça des cycles de essais, erreurs, corrections en intégrant ce qui s'est fait avant. Et alors, on a une peur, on va dire, biologique et pas logique de ne pas être dans le coup. Il y a des raisons rationnelles d'avoir peur de ne pas être à la mode, hein, de se dire toujours, voilà, par exemple, typiquement, c'est l'inventeur qui a une idée trop tôt, le monde n'est pas encore prêt, il a dédié sa vie, ses ressources à de la recherche, il n'en tirera pas les frais, les bénéfices, et après coup, on verra que c'était une super idée. C'est aussi l'exemple de ces inventeurs qu'il y a eu, par exemple, en URSS, hein, je pense à l'inventeur de Tetris, qui, je veux dire, a touché, je crois, l'équivalent de 123 € si on corrige pour l'inflation pour son invention et qui a pu récupérer ses droits à la chute du mur. On pense également à Monsieur Kalachnikov qui a eu le droit à sa statue sur la place rouge, là où l'inventeur américain du fusil M16, hein, son concurrent,
ayant un deal où il touchait, je crois, 1,23 $ par arme vendue, est devenu milliardaire, alors que le M16 est une arme beaucoup moins fiable. Pendant la guerre du Vietnam, les soldats américains récupéraient les AK-47 sur leurs ennemis parce que ils avaient moins d'incidents de tir. Donc voilà, des histoires comme ça un peu tristes de gens qui ont eu raison trop tôt. C'est logique d'avoir peur d'avoir raison trop tôt ou d'être anachronique pour des raisons socio-économiques, mais c'est également biologique dans le sens c'est une espèce de peur animale d'être exclu du groupe, de ne pas être dans le coup, de ne pas vivre une forme d'inclusion, et c'est typiquement ce genre de peur qu'on apprend à dépasser quand on est dans la création et à synthétiser, c'est-à-dire j'ai besoin de liberté, la liberté m'aliène à un endroit du reste du corps social qui ne favorise pas la liberté. Et c'est à moi de trouver des stratégies pour vivre ma liberté, en tout cas des degrés de liberté, tout en ne me privant pas du rapport à mon prochain. Et surtout, comment ne pas devenir victime des modes. C'est vrai que c'est un terme qui existait à l'époque où il y avait Paris Hilton et Nicole Richie qui passaient sur MTV pour faire des émissions où elles faisaient du shopping. On parlait de fashion victime à l'époque, les personnes qui avaient un look comme ça, surtravaillés, qui avaient très peur de la façon dont ils étaient perçus, qui dépensaient beaucoup d'énergie, de temps, de ressources en général sur leur apparence physique, et leur persona publique était vue comme des fashionistas, des fashion victimes, et ils n'étaient pas la norme. Et cette norme s'est démocratisée avec notamment la télé-réalité, les influenceurs. Aujourd'hui, c'est limite être anormal que de pas passer 2h30 par jour dans sa salle de bain, de pas préparer son summer body pour l'été, donc à savoir surtout avoir un taux de gras suffisamment bas pour qu'on voit les abdos tracés, et pour les femmes faire des squats et des bridges lestés pour avoir des fessiers galbés. Voilà, en gros, ça se résume à ça, hein, le 20-80 de l'apparence physique. Et si t'es pas dedans, t'es pas à la mode. Mais on constate aussi, comme toute idée, hein, ça c'est l'engendrement des contraires hegéliens, inspiré du mystique rénan Maître Eckhart. Toute idée contient en elle la germe de son opposé, de sa contradiction. C'est ce qui donne un parti communiste chinois qui crée une économie de marché. Aujourd'hui, on voit aussi qu'il y a des ras-le-bol un peu dans la population de ça. Et donc, il y a de nouvelles modes d'apparaître volontairement pas maquillé, la fameuse tendance de la tradwife sur les réseaux sociaux. Voilà. En gros, les modes vont et viennent. C'est toujours un peu on va dire, le rap typiquement qui était has-been à l'époque de Guitar Hero est venu un moment là dans, on va dire, les années 2015 où t'étais has-been typiquement si t'écoutais autre chose que du rap, alors qu'avant t'étais considéré un peu comme les gens qui mataient le MMA. Les modes vont et viennent, les tendances vont et viennent. En ce moment, c'est clair qu'écrire de la littérature, on va dire, de genre un peu sympa, un peu excitante, un peu violente, ça a moins la cote éditorialement qu'écrire de la bluette à la, je sais pas, moi j'ai vu une excellente vidéo YouTube qui trashait le style David Fuenquinos. Typiquement, j'en ai pas lu et ça m'a pas donné envie d'en lire. Bon, aujourd'hui, ça marche mieux, comme ça marchait super bien d'écrire 50 nuances degrés il y a 10-12 ans. Ça va, ça vient. Et l'idée c'est surtout de rester avec soi et de ne pas laisser son estime de soi être atteinte dans les moments où on n'est pas dans le coup, dans les moments où on poursuit quelque chose qui n'est pas fashion, qui n'est pas tendance, qui n'est pas le truc du moment. C'est pas grave, on poursuit pas les choses que pour être dans la tendance du moment. Et en plus, par les facéties de l'histoire. Voilà, moi je crois plus en la facétie qu'en la logique dialectique sur ça. Il se peut que dans 2 mois, 2 ans, 20 ans, ça redevienne le méga truc à la mode. Garder un œil sur les tendances pour rester adaptable, pas nous enfermer dans des formes qui n'ont plus aucune chance d'advenir. Hein, typiquement, écrire Cyrano de Bergerac en 2025 pour un auteur, je pense que c'est un pari perdant, mais ne pas non plus se laisser envahir, garder un espace en soi inaltérable justement par les tendances et par l'air du temps, un espace d'immortalité si on veut être grandiloquent. En tout cas, je pense que c'est ça qui permet de protéger et de nourrir sa vision en tant qu'artiste, et c'est éminemment important d'avoir une vision. Une vision, c'est comme un cheval, un très beau cheval, hein, on va dire un pur sang. Tu dois la brosser, tu dois la nourrir avec les meilleures céréales, tu dois pas l'épuiser, tu dois la garder prête pour la course. Voilà, une vision, c'est un bien précieux. Et c'est pas on en a ou on en a pas, c'est on la développe et on en prend soin au fil du temps parce que c'est fragile.
Voilà, je parlais récemment dans l'épisode sur Krang de notre fragilité d'être humain. Notre vision est un bien fragile dont il nous incombe de prendre soin. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je te dis à demain pour le prochain. Et comme d'habitude, prends soin de toi.